l'histoire des Mongs. On explique quand ils ont été en Mongolie et qu'ils sont allés en Chine, qu'ils se sont fait chasser par les Chinois et quand ils sont arrivés il y a 40 ans jusqu'à maintenant. Je suis arrivé en Guyane en 1975 et durant mon séjour, nous avons accueilli les Mongs. Et l'accueil des Mongs, ça a été quelque chose d'assez compliqué dès le début parce qu'on sentait que la population guyanaise n'accueillait pas d'un très bon œil des étrangers, bien que c'était les habitants de notre ancienne Indochine française. De nombreuses réunions ont eu lieu auparavant pour savoir combien on en accueillerait, où ils seraient installés, et qu'est-ce qu'ils allaient faire, qu'est-ce qu'on allait en faire, etc. quoi. Donc ça posait pas mal de questions. On a ensuite décidé de les installer à Cacao. Le conseil municipal, il m'avait demandé mon avis sur l'arrivée de Mongs, mais moi je ne savais pas ce qu'on appelait un Mong. Alors j'ai eu des explications avec lui. En dehors du conseil municipal, un Mong, c'est un homme venu d'Asie. Alors je dis en ce qui me concerne. Il peut en arriver 10 000, 20 000, 50 000. Il y a suffisamment de place dans la forêt pour qu'ils s'installent, s'ils viennent faire ce que je ne fais pas moi-même. Effectivement, ils sont venus. Je me rappelle être monté à Cacao le dimanche après-midi pour aller recevoir des Mongs. Parce qu'ils étaient arrivés le samedi dans la nuit. Et quand je suis arrivé à Cacao par le chemin forestier que j'avais tracé moi-même, parce que c'était plus par la pirogue qu'on allait à Cacao, j'ai vu un curé. Il savait que j'allais venir. Il m'a dit, monsieur, c'est monsieur l'éveillé. Je lui dis, c'est moi-même. Il m'a dit, moi je suis le père Brix. C'était lui qui accompagnait ces Mongs. Et les Mongs se sont éparpillés dans la forêt. Tous les petits Mongs ont disparu parce qu'ils ne savaient pas qui c'était. Au fur et à mesure, ils ont appris à connaître M. Léveillé parce que j'étais en aval avec la scierie. Ils étaient contents de venir me voir pour ramasser quelques petits bouts de bois, pour faire des échanges, pour leur donner quelques plants de bananes que j'avais qui traînaient dans la nature, quelques plants de cacao. J'ai connu Cacao à cette époque-là et il y avait deux personnes qui vivaient au Dégras. Il y avait un créole, il s'appelait Timajo, puis il y avait un Vietnamien qui s'appelait Tafia. C'était un pêcheur et un chasseur. Il y avait juste un petit bungalow, un petit truc en paille au bord du fleuve. Mais il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas de route. Tous ces enfants qui étaient morts à l'époque ont grandi et de temps en temps ils me reconnaissent. Alors je me contente de ça, de vivre dans un riche passé. Attendez pour les appuyer, les ballons.
Ça y est, caméra laser. Bon, pas de main. Allez, tout le monde est prêt? 5, 4, 3, 2, 1, lâchez! L'histoire a commencé en 1974. Dupont-Guenet, qui avait été acteur central des douanes à Saint-Laurent, à la fin des années 70, avait écrit un bouquin sur le développement économique en Guyane. Il proposait qu'il y ait 30 000 monde qui viennent en Guyane parce que la Guyane était sous-peuplée et c'était un département d'accueil qui pouvait se développer à condition qu'il y ait du monde. Mais les gens, il fallait les choisir. Et les mondes qui vivaient dans le même climat au Laos étaient tout à fait indiqués pour immigrer en Guyane. Ça correspondait d'une part à ma philosophie du développement et que d'autre part, à la télévision, on voyait tout le temps des boat people se faire couler par les communistes, des monks se faire tuer parce qu'ils fuyaient le communisme. Et sur le plan humain, j'avais considéré que ma philosophie, qui était aussi humaniste, était de venir en aide à ces personnes-là. Et puis, une discrétion de RFO a mis ça à jour. Et on nous avait annoncé à l'époque qu'il y aurait une vaste immigration de monde. Il n'était pas question de quelques familles, mais à l'époque, les journaux de la France disaient qu'il y aurait un contingent de 50 000 personnes. Donc vous voyez un peu, les Guyanais avaient peur. Notre idée, en tout cas, a beaucoup. Quand on a commencé à dire que nous ne souhaitons pas l'arrivée des mondes en Guyane, notre idée, c'était pas non pas de rejeter une population quelconque, alors que nous sommes faits, nous tous les Guyanais, tous ces mélanges et de tous ces métissages. C'est pas les gens qui arrivent qui nous ennuient, c'est pourquoi et dans quelles conditions ils arrivent. Et j'ai été obligé de sortir du bois et de, ouvertement, faire part de ma décision d'accorder, d'implanter, non pas 30 000 mondes, parce que nous n'étions que 76 000 habitants à ce moment-là, mais sans famille, avec des conditions. D'une part, que ce ne soient pas des gens âgés qui viendraient obérer le budget social du département, et donc des jeunes. D'autre part, que ce soit des ruraux, pour ne pas que ça échoue, parce qu'ils ne sont pas adaptés au milieu rural guyanais. Et troisièmement, que ce soit assez loin de l'île de Cayenne. Au début du mois de septembre, à l'aéroport de Rochambeau, débarquent les 45 premiers mondes. Ils ont quitté 36 heures plus tôt l'aéroport de Bangkok pour la Guyane, via Roissy et Orly. Quelques hommes, quelques femmes, beaucoup d'enfants en bas âge, les yeux gonflés de fatigue. Il y a eu toute une campagne politique pour pouvoir contrer cette initiative-là. Et je leur disais, vous allez voir, j'ai donné mon accord pour créer un village à cacao. Vous allez voir que ça va réussir. Nous l'avons constaté. Pourquoi? Parce que les monks sont parfaitement intégrés à la communauté guyanaise. Petit à petit, ce sont des travailleurs. On a pu constater que c'était des gens qui vraiment avaient adopté le pays. Et aujourd'hui, je crois qu'ils revendiquent leur guyanité.
Je m'appelle Yama Augustin et je suis arrivé à Guyane il y a 40 ans. J'avais 20 ans. En tant que réfugié, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On ne sait pas est-ce qu'on sera accueilli par le pays d'accueil. Et une fois qu'on a entendu que la France sauve la Guyane, et mes parents se précipitent comme ils ont un programme d'installer des agriculteurs. Arrivé à quelqu'un même, au fond de moi-même, je dis que maintenant il faut qu'on bosse beaucoup pour mettre en valeur toutes les zones qui nous entourent. Au début, nous sommes 100 personnes, c'est-à-dire que pour essayer si ce projet fonctionne, si ça fonctionne, il y aura 400 personnes qui viendront nous rejoindre dans quelques mois. Et nous avons mis tout le monde, ce qui peut travailler pour vraiment exploiter tout autour pour qu'il y ait une réussite. Les outillages que nous amenons avec nous, c'est-à-dire que les sabres, les haches. Et à ce moment-là, nous ne connaissons pas ni les tronçonneuses, rien. C'est 40 ans d'arrivée les monts, c'est 40 ans de nouvel an. Je suis en Guyane depuis 1995 et j'ai demandé cacao parce que j'ai une licence de français langue étrangère, français langue seconde, que j'ai passée en formation par le CNED pendant que j'étais en Guyane. Et j'ai voulu mettre en pratique ce que j'avais appris en théorie. Donc c'est moi qui ai demandé cacao. Au départ, quand je suis arrivée à Cacao, j'étais qu'une institutrice. Et en cours de temps, 3 ans après, je suis devenue la directrice. Mais comme c'est une petite école, je suis toujours l'enseignante de la classe unique de maternelle. Quand je suis arrivée en 2005, il y avait 85% des enfants de l'école qui étaient Hmong. Et les autres, il y avait des petits Saramacas, des petits Brésiliens, très peu de petits métropolitains. Bon, maintenant, le pourcentage a changé, mais il y a toujours pas mal de monde. En tout cas, pas mal d'enfants qui sont ce qu'on appelle des enfants allophones, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et donc, la mise en pratique de ma licence de français langue étrangère, c'est qu'en sortant de ma classe, en fin de grande section, mes élèves soient bilingues. À Cacao, on est éco-école depuis 10 ans. C'est une école qui marche par projet. Des projets plutôt sur le développement durable. On a été la première éco-école de Guyane à participer à l'Eco-School, ça s'appelle Eco-School. C'était la première fois que les écoles des DOM pouvaient s'inscrire dans le programme éco-école. Et donc les élèves qui sont en peinture continuent.
Et nous, avec les élèves qui restent ici, peut-être que vous avez entendu, donc on va faire un petit peu toute l'histoire des Hmong dans la tête, parce qu'il va falloir, maintenant, après, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur la fresque? Raconter l'histoire? Raconter. Il va vraiment falloir faire un peu comme on a vu pour les autres histoires, faire un résumé, c'est-à-dire essayer de trouver une phrase très simple qui va résumer un petit peu tout ce qui se passe, tout ce que vous avez fait avec Carmen. Et puis les élèves de CM1, donc vous allez mettre vos tabliers après et on reprend la peinture, d'accord? Donc levez-vous tranquillement, allez vous ranger et on va dans la salle de peinture. L'intention, c'était de raconter l'histoire des Hmong voilà, aux enfants. Et là, c'est donc l'arrivée des Hmong à Cacao, la transmission, comment ça s'est passé, comment on raconte ça, quand ils ont quitté leur pays parce qu'il y a eu l'invasion, il y a eu la guerre. Et après, ils ont dû venir à Cacao. Cette partie, elle sera insérée par la suite en peinture. Et après, la construction du village, les maisons, le champ, les marchés au début, quand ils ne produisaient encore pas beaucoup de choses, et par la suite, voilà. Là, on a voulu, pour les 40 ans de Cacao, remettre ça sous forme d'une fresque, en incluant le travail de la poterie, voilà, de la peinture. Je dis à mes élèves qu'on n'est pas dans un village Hmong, même si au départ les Hmongs se sont installés ici. Je trouve vraiment, c'est vraiment une richesse dans notre école qui n'est pas uniquement des enfants Hmong. C'est un village comme un autre, un village comme on pourrait en trouver donc en Guyane ou en France. J'essaie justement d'ouvrir cette école, de leur montrer qu'il y a d'autres peuples, qu'il y a d'autres cultures et qu'on peut tous vivre ensemble, aussi bien donc à Cacao que voilà, partout en Guyane. Solal, tu te mets avec Lola, d'accord? Et comme ça, on essaiera de trouver quelqu'un d'autre pour venir avec vous. Loane avec Éléonore et Lionel, d'accord? Peter, Brad, Eloa. Et je me dis quelque part, on ne peut pas aller vers l'autre sans savoir qui on est réellement. Savoir qui on est pour pouvoir justement s'ouvrir aux autres. Et donc, d'où l'importance de travailler, de bien connaître sa culture, mais pas pour s'enfermer, mais au contraire, pour mieux appréhender justement la culture de l'autre. Comme ça. Et on frotte, voilà. On n'a pas de papier. Pour que ça devienne lisse. On n'a pas de papier. Faut faire partout, David, pas seulement à un seul endroit, d'accord? Je suis ici pour reconstituer la maquette qu'ils ont commencé, ils ont fait en partie, maintenant ils ont besoin encore qui terminer. Et là, ça rentre dans ma compétence. Il y a Madame Thor qui m'a appelé. Et comme c'est la maquette d'une éco-école, ils ont fait avec des matières récupérées, aussi des matières naturelles. Je suis brésilien, mélangé, parce que mon père il est amérindien, mais mon grand-père était portugais. Dans ma conception, nous avions la Guyane, c'est un berceau de multi-races, multi-cultures. Et ça, c'est un très grand avenir pour beaucoup de gens, pour n'importe quel étranger qui vient ici pour apprendre à parler la langue, pour apprendre à parler le créole guyanais, martiniquais, guadeloupéen, dominicain, portugais, anglais, taki-taki, tout. Eh bien, c'est une très grande richesse. Les Hmong font seulement l'agriculture. Non, ils n'ont fait pas seulement l'agriculture. Ils ont fait les textiles, ils ont fait des choses comme les Amérindiens avec les Arumans. Seulement, ils ont travaillé avec les bambous, ils ont fait des armes, ils ont fait des flottes, ils ont fait beaucoup d'instruments à partir des artisanats avec ses mains, voilà, que les gens ne connaissent pas. Et là, je pense que nous devons un petit peu nous approcher plus pour savoir c'est quoi la culture Hmong.
va faire un défilé à 10h, mais je ne sais pas si ce sera prêt à 10h, parce que j'attends encore les deux dames, là. Elles vont habiller avec de chignons aussi. Ce sont des faux cheveux pour les chignons. Voilà, mon atelier, c'est tout simple. Quand les parents parlent de nos cultures, tout ce que nous, on a, quand on est petit, on s'en fout un peu. Ça ne rentre pas à nos oreilles, quoi. Mais avec l'âge, on commence à chercher nos cultures, nos racines aussi. Et on commence à intéresser à nos habits, comment on fait nos habits. Et nos habits sont très simples. C'est juste des formes rectangles, carrées, des lignes de couture sont toujours droites, mais c'est très compliqué. On se sent bien ici. Une fois on retourne au Laos, c'est vrai que les Guyanais et les Français nous manquent beaucoup aussi. Apprends, c'est bien le mot, de vous dire bonne année en Hmong. Donc, bonne année en Hmong. Nyo Jong Xiong Chia. Nyo Jong Xiong Chia. C'est broderie. La broderie verticale et ici des deux côtés. Exactement comme moi. Mon verre de Luanangkan à présent de chignon en forme de corne de bœuf, toujours aller de l'avant. L'association Montengtou a été créée pour préserver l'histoire de la migration des Hmong du Laos vers la Guyane, mais aussi de conserver tous les savoir-faire, les connaissances de notre ethnie. J'essaye de sensibiliser le plus de jeunes possible pour l'association. Nous avons également évidemment besoin de nos parents pour qu'ils nous transmettent les savoir-faire. Même si je suis née ici, je suis guyanaise, je n'oublie jamais mes racines. Je suis quand même d'origine Hmong. Il faut savoir que les Hmong n'ont jamais eu d'écriture. Ils ont eu l'écriture en début du XXe siècle. Et c'était que de l'oral. Donc pour moi qui suis née ici, je trouvais intéressant qu'il y ait une association qui parle de l'ethnie Hmong et justement pour pouvoir les restituer aux personnes qui souhaiteraient connaître notre ethnie. Le chamanisme, l'animisme, c'est ce qu'ont pratiqué vraiment les Hmong. Et c'est ce que aujourd'hui l'association est en train de chercher ce savoir-faire en fait. Mon père, c'est monsieur Lau Phaineng. Donc, c'est l'une des personnes qui, depuis toujours, qui est là pour, disons, transmettre le savoir de la religion animiste. Dans chaque maison, il faut qu'il y ait un hôtel comme vous voyez là. Cet outil, c'est un outil de consultation qu'on appelle ça en Hmong Chakoa. À Cacao, nous avons 3 religions,
le catholique, le protestant, l'animiste. C'est mon deuxième pays natal ici, parce que le Vietnam, ça fait 50 ans que j'ai quitté et que j'aimais beaucoup ces enfants, beaucoup les Hmong, c'est comme ma famille. Je suis arrivée en septembre 1978. Dès le lendemain, moi, je suis venue pour l'école, je suis sortie pour chercher les élèves. Pour la rentrée, c'était début de septembre, la rentrée scolaire. Je ne vois pas d'élèves. Je fais le tour, je ne vois pas l'école. Mais je dis, où est l'école? Puis un garçon, le fils du restaurateur, l'orphelin au bout là, il parlait un peu le français. Il a dit, ma soeur, je vais chercher les élèves pour toi. Je dis, voilà, c'est bien, il s'appelle Joseph. Il a pris son vélo, il a couru dans le village. L'école, allez, les enfants, venez à l'école, l'école est ouverte aujourd'hui, la soeur est là qui vous attend. Et c'est comme ça que j'avais les premiers élèves qui arrivaient. Je suis un instituteur à Cacao depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'avoue que d'enseigner à des Hmong, à des petits Asiatiques réfugiés venus du Laos, hein, ça a été pour moi une carrière merveilleuse parce que j'ai eu affaire à une population qui était travailleuse, qui était respectueuse, qui avait confiance en moi, qui m'a permis de m'installer dans ce petit village au milieu de la forêt amazonienne et finalement de prospérer aussi grâce à eux parce que c'est eux qui ont été les premiers à me ramener des papillons, comme ils connaissaient ma passion, ils essayaient de me faire plaisir en complétant ma collection et ainsi de suite. C'est devenu une petite salle d'exposition qu'on montre maintenant au public et qu'on veut gratuite aux enfants de moins de 12 ans parce que justement les enfants de moins de 12 ans, ce sont ceux qui m'ont pourvoyé en insectes jusqu'à présent. On a beaucoup de chance d'avoir un petit morceau d'Amazonie, qui est la Guyane, nous les Français, mais qu'il y a un petit peu dommage qu'on n'en profite pas à bon escient. Vous voyez, on est au pays de la biodiversité, mais malheureusement, on ne montre pas tellement cette biodiversité. On ne montre ni nos serpents, ni nos poissons, ni nos coquillages, alors qu'il y en a énormément. On est au pays de la multiethnicité aussi. On est au pays des Amérindiens, des Hmong, des Noirs marrons, des Haïtiens, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas. Et nous, à travers notre association, on essaye de pallier un petit peu à ces manques en montrant la Guyane sous un jour un peu plus sympathique, de façon à ce que les gens aient moins peur de venir ici, qu'ils appréhendent moins, qu'ils sachent ce qui est dangereux, ce qui n'est pas, ce qu'on peut toucher, ce qu'on ne peut pas toucher. Donc là, on est devant une boîte où j'ai regroupé les plus grands insectes de Guyane. Hein. Alors ça va de la blatte géante, le plus gros des cafards, le titan. C'est une bête mythique, hein, recherchée par les collectionneurs du monde entier. La matoutou, c'est la plus commune des mygales guyanaises. Hein. C'est une mygale qui a longtemps été vendue en animalerie jusqu'en 2004, date à laquelle on a interdit leur commercialisation vivante en France.
Je suis ingénieur au Centre national d'études spatiales à Kourou. Je suis assistante commerciale à France-Guyane. Alors moi je suis née à Cayenne. Mon père vient de la Nouvelle-Guinée et ma mère vient de la Hollande. Je suis né en Guyane. Donc particularité, c'est que je viens du village de Cacao en fin de compte. Voilà, donc ma mère est Hmong, donc le peuple qui vit à Cacao, et mon père lui est métropolitain. Donc pour moi le métissage en fin de compte c'est une chance, particulièrement une chance parce que on baigne dans des cultures différentes, et donc ce qui est clairement mon cas, moi. Donc je pense avoir appris beaucoup des deux cultures, hein. D'une part la culture Hmong et également d'autre part donc la culture métropolitaine. C'est vraiment une richesse aujourd'hui. Vis-à-vis des Hmong, il y a des jeunes comme moi, donc certes je suis métissé, il y en a qui ne sont pas métissés et également qui sont arrivés qui ont réussi à intégrer en fait donc certaines strates de la société. Voilà. Donc c'est vrai que je travaille dans une entreprise qui est relativement à travers laquelle on y fait beaucoup d'éloges, on va dire ça comme ça. Mais on retrouve également des Hmong donc dans les mairies, dans les hôpitaux. Donc pour moi aujourd'hui le regard qu'avaient les créoles, pour parler des créoles ou des Guyanais tout simplement, il y a quelques années n'est plus le même aujourd'hui. Je m'appelle Madame Va. Je suis agent communal à la mairie annexe de Cacao. J'ai fait une première demande de naturalisation en 90 ou 91, je ne sais plus. Mais elle n'a pas abouti à l'époque et cela m'a découragée. J'ai refait la même demande en 2016, elle a été acceptée. Alors, après la fête vendredi, je vais à Cayenne, à la préfecture, pour récupérer mes papiers. Alors bien sûr que je suis heureuse. Je suis né en 1922, j'ai 95 ans et je vis ici depuis 40 ans. Je suis très heureux d'être venu en Guyane.
Mais ma tristesse est immense quand je pense à ceux de ma famille et mes compatriotes qui ont péri au Laos. Ces buffles me rappellent le Laos. Là-bas, j'ai aussi des buffles, des vaches et des chevaux. En 1940, j'ai effectué mon service militaire en tant que militaire français. Les soldats japonais ont capturé beaucoup de militaires français au Laos. Ils les ont massacrés et nous, les Mongs, nous en avons caché beaucoup dans la forêt. J'ai donné ma vie et travaillé pour la collectivité, auprès des militaires, quand j'étais jeune, et ici à Cacao comme chef de clan quand je suis arrivé. Maintenant, j'ai tout laissé aux jeunes. Aujourd'hui, nous vivons en paix ici. Nous vivons de ce que nous produisons. Nous sommes autonomes au niveau financier. Et grâce à cette réussite, nous sommes complètement intégrés à la population guyanaise. Nous nous plaisons ici. Notre peuple a enfin trouvé une terre et nous sommes en paix. Il faut vivre ensemble, que l'on soit blanc, jaune, noir, rouge. C'est une communauté de destin, un peuple arc-en-ciel. En 2016, j'ai été décoré de la Légion d'honneur. On m'avait promis cette médaille il y a des dizaines d'années. Franchement, je n'y croyais plus. Je pensais que la France nous avait oubliés. Je vais laisser la parole à M. le maire et on va procéder à l'ouverture officielle du nouvel monde de Cacao de l'Église. Merci, bonjour à tous. Je crois que le temps de discours sera sous notre message. Maintenant, il appartient à nous tous d'ouvrir ce 40e nouvel an, cette 40e année d'existence de Cacao qui est très symbolique pour nous et pour la Guyane.
fais partie de la première génération d'enfants de ce village. Vous voyez comment je suis arrivé, j'avais 7 ans. Alors, bien sûr, le bilan après 40 ans, je pense que sur le plan politique, je pense que c'est... Aujourd'hui, nous sommes reconnus par les autorités, le préfet, les différentes assises politiques du département. Nous avons raison aussi de venir ici et de contribuer aussi à l'évolution de ce beau département. La meilleure réponse d'intégration à tous ces peuples, c'est qu'on voit que tous ces peuples, tous ces mélanges de culture viennent au marché et consomment nos produits. Et nous sommes très heureux aussi, vraiment de combler leurs besoins dans ce domaine. Et donc je pense que sur le plan agriculture, sur le plan vraiment de l'alimentation dans le général, nous faisons aussi une percée énorme à travers tous ces peuples-là. Donc je peux dire juste là parce que c'est vrai que Cacao est quand même dans un coin un peu fermé, on peut le dire, mais c'est juste la fermeture géographique. Mais le cœur de ce peuple est ouvert vraiment à tout le monde. Nous souhaitons que ce pays qui nous a accueillis avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de bonté, qu'il n'y ait plus un Guyanais Hmong, un Guyanais blanc, un Guyanais créole, un Guyanais brésilien. Et à ce moment-là, on trouvera un vrai Guyanais. Là. Moi, je reprendrai la même idée. Je pense que le moins important qu'on devrait garder, c'est l'unité. L'unité pour nous, les Hmong, au sein de la communauté. Et on le voit donc, avec ce nouvel an unique donc, cette année pour les 40 ans. Et l'unité donc, en Guyane. Les accès dans les champs, c'est difficile. Et les pistes, c'est eux-mêmes qui doivent, beaucoup de pistes, c'est eux-mêmes qui doivent aménager. Mais on ne voit pas la dureté de la vie. Bon, les gens, les autorités voient toujours ce qu'ils apportent au marché à Cayenne. Mais ils ne vivent pas parmi les Hmong pour comprendre la dureté du travail, le labeur de ces gens. Ce que je peux espérer pour le cacao, c'est que, d'une part, ceux qui veulent faire l'agriculture aient suffisamment de terrain pour le faire. Non plus 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, mais 50 hectares. Pour une agriculture moderne, qui s'ouvre vers l'industrialisation, c'est-à-dire vers l'industrie agroalimentaire. Il faut penser à aller au-delà. Il faut traverser les frontières de la Guyane à la métropole. Nous avons ce marché européen qui est là. En y réfléchissant, je pense qu'on peut faire des choses. Et la Guyane est aussi cette plateforme qui est là, de l'Europe, de la France. Mais il y a le marché sud-américain aussi, le Mercosur qui est là, le Brésil, l'Argentine, tout ça. C'est énorme. Et ce que je souhaite donc, c'est diversifier l'agriculture dans une direction qui s'ouvre vers l'industrialisation. Deuxièmement, que les Hmong s'orientent également dans d'autres secteurs de l'économie rurale, c'est-à-dire, pour nous en Guyane, la forêt et les mines. 40 ans, c'est vraiment le début d'une grande aventure humaine
commercial. Et vraiment, je suis vraiment fier de constater que sur le plan stratégique, géographique, nous sommes en Guyane. Adhérer à notre communauté, c'est un engagement. C'est savoir que nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Le premier, c'est le respect de la loi. Dans notre République, chacun et chacune peut vivre en paix et réussir. C'est pourquoi il faut respecter la lettre, mais aussi l'esprit de la loi. Dans chacun de nos actes, nous devons mettre un esprit républicain, un esprit de dévouement au sens commun, un esprit de fraternité, un esprit de tolérance. Je vous félicite une nouvelle fois, je vous dis et je dis vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Daniel Barret. Bonjour madame. Donc un grand jour aujourd'hui puisqu'on va vous remettre les documents qui attestent officiellement de votre appartenance à la communauté française. Et je laisse ce soin à madame le maire de vous remettre officiellement ce décret. Et pour moi, c'est avec une grande émotion après les 40 ans de Cacao, puisque c'est 40 ans que vous êtes venus vous installer à Roura, en Guyane française. Donc c'est avec une grande émotion que je me permets de vous remettre ce papier qui vous permettra d'être française et de valoir votre intégration. Ça montrera que vous êtes vraiment intégré dans le pays. Donc toutes mes félicitations et puis je sais que vous allez continuer à travailler pour la commune et pour la France. Ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Merci. J'habite une maison patate, un petit chanteur. J'habite une maison patate, un petit chanteur. J'ai du poil aux pattes, j'aime les tomates, et tirer la queue du hibou, et tirer la queue du hibou. D'appliquer par les mains, claque des doigts. D'appliquer par les mains, claque des doigts. J'habite une maison chaussure, passe toute demain. Je fais les atours à la confiture, j'ai fait lécher par les matous, j'ai fait lécher par les matous. D'appliquer par les mains, claque des doigts.